Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous faites de bonnes lectures et que votre palle descend doucement, voire même vite. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 lectures et avant ça, j'ai fait un petit achat. Alors, c'est très rare que j'achète des livres papier en Bulgarie parce que je ne trouve pas de livres en français. À la librairie, il n'y a que des livres en bulgare et en anglais. Il y a une petite exception parce que j'ai lu et acheté tous les Heartstopper en anglais. Alors, il l'avait pas à ma librairie, mais il y a un truc trop cool en Bulgarie. Je sais pas si c'est le cas en France, mais on peut très facilement commander des choses dans des magasins bulgares qui sont pas dans notre ville, à Sofia par exemple, et se les faire livrer dans des bureaux de livraison dans notre ville. Et donc là, c'est ce que j'ai pu faire avec... Oui, parce qu'il n'y a pas Amazon en Bulgarie. Et en fait, bah, c'est pas plus mal, parce que ça oblige à acheter dans les magasins locaux et les livraisons sont hyper rapides, hyper faciles, hyper efficaces. On se fait livrer ça en bureau de livraison en ville. Et nous, c'est à 10 minutes de chez nous, donc c'est vraiment hyper pratique. Et donc, j'ai commandé ce livre dans une librairie à Sofia, comme je l'avais fait en fait déjà pour tous les autres tomes, sauf peut-être 2 que j'avais achetés à ma librairie pas très loin de chez moi. Bref, et donc c'est Heartstopper, le dernier tome de la série, de cette série de comics écrit par Alice Oseman. Je ne l'ai pas encore lu, je ne vais pas vous présenter ce livre aujourd'hui. Mais voilà, c'est le dernier opus de cette série, il n'y en aura pas après, il me semble. Et j'ai très hâte de le lire, j'avoue que je l'ai pas fêté encore, j'ai trop hâte de me plonger dedans, de retrouver l'histoire de Nick et de Charlie, que je trouve tellement attachant, avec vraiment tellement une belle histoire d'amour, mais pas que. C'était ma petite acquisition de la semaine dernière, je suis trop contente de l'avoir reçu, j'adore, il est vraiment magnifique. Pourtant, le vert, c'est pas ma couleur préférée, mais là, je le trouve très beau. Et donc, il sera très probablement dans une prochaine vidéo dans pas très longtemps. Et on peut donc passer à mes 4 lectures de la semaine. Alors, on va commencer par une relecture, parce que j'ai relu La guerre du pavot, le tome 1 de R.F. Kuang. Alors, j'ai fait cette relecture pour 2 raisons. Déjà parce que c'est Lisons l'Asie et que ça rentrait dans le challenge. Et donc, ça a été l'occasion de le ressortir. Et aussi, surtout, parce qu'il y a le tome 3 qui va sortir en novembre 2026. Et j'avais pas encore lu le tome 2. En fait, quand j'avais lu le tome 1, la suite n'était pas encore éditée par De Saxus. Et donc, il n'y avait pas encore les suites en français, les tomes 2 et 3. Et comme c'est quand même de la dark fantasy, high fantasy, donc de la fantasy assez complexe, j'avais un petit peu peur de m'y lancer en anglais, même si voilà, je peux lire en anglais, là, j'avais vraiment, ça me faisait peur. Je croisais les doigts pour qu'une maison d'édition reprenne cette saga, ce qu'a fait De Saxus. Et donc, pour pouvoir lire le tome 2, je me suis dit que ça serait quand même sympa que je relise le tome 1 parce que c'est très riche comme univers et je me souvenais de pas grand chose. Je me souvenais de la trame globale, mais vraiment... D'ailleurs, la relecture confirme que j'avais oublié beaucoup de choses et que je vais pouvoir enchaîner ensuite sur les tomes 2 et novembre le tome 3. Je vais essayer de pas trop les espacer là, pour le coup. Et donc, je vous l'ai dit, c'est de la fantasy médiévale asiatique et aussi de la dark fantasy et de la high fantasy. Donc, c'est quand même un univers assez complexe, on peut dire. Il fait 624 pages et il a été publié pour la première fois en 2018 en VO et en 2020 en version française pour la première édition. Alors, je m'étais trompée, d'ailleurs, quand je vous avais déjà parlé de ce livre, je pensais que c'était une nouvelle traduction et pas du tout. En fait, De Saxus a racheté les droits de la première traduction qui a été traduite par Yanis Urano. Et il se trouve que c'est ce même traducteur qui a traduit le tome 2 et qui j'espère traduira le tome 3 parce que c'est une excellente traduction. Donc voilà, j'espère que c'est effectivement lui qui s'occupera du tome 3. J'ai donc très hâte de lire le tome 2. C'était une petite erreur que j'avais faite, que je rectifie. C'est le même traducteur, première édition ou nouvelle édition, pas de problème. Alors, de quoi parle La guerre du pavot? Ce livre est découpé en grande partie, mais on va dire que la première partie, on suit Rin, qui est une jeune fille qui vit dans une petite ville du nord du Nicara, donc de l'Empire Nicara, qui est découpé en plein de provinces. Elle est d'une province plutôt pauvre, on va dire, et en gros, c'est une orpheline qui a été adoptée par des parents pas très sympas avec elle, qui ont été un petit peu forcés en fait de l'adopter, et elle sert... grosso modo de boniche à la maison. Donc voilà, elle n'a pas un destin hyper fun à la base. Sauf que Rin, elle veut passer le concours de Jeju. Le concours de Jeju, c'est un grand concours national qui permet
à tous les jeunes de pouvoir accéder à des grandes écoles, à des écoles, et il y a très peu d'élus. Et en plus, Rin, elle a un besoin particulier, c'est qu'elle n'a pas d'argent, et donc, si elle gagne ce concours, il faut en plus qu'elle soit la meilleure de sa province, parce que ça lui permettra d'accéder à Singard, qui est la seule école gratuite et qui est l'école militaire, en quelque sorte, du Nicara. Rin va passer ce concours, et est-ce qu'elle va aller à Singard ou pas? Bon, je pense que si je vous en parle, c'est que vous vous doutez que oui. Et donc en fait, cette grande première partie, on va suivre tout ça avec bien plus de détails, bien évidemment, l'installation de l'univers petit à petit. Et après, on a toute une grosse première partie qui m'a fait un petit peu penser à du Dark Academia et c'était très agréable. J'ai beaucoup apprécié ce côté-là jusqu'à ce qu'ensuite on passe dans toute autre chose. Je vous dis pas quoi parce que là pour le coup c'est beaucoup plus loin dans le livre, je vous laisserai le découvrir. Et donc on suit voilà l'histoire de Rin de ce moment où elle décide de passer le concours à ensuite sa vie à l'école qui ne sera pas facile parce que voilà elle est très très différente des autres élèves de Singard. Et du coup ce livre c'était le tout premier livre que j'avais lu de R.F. Kuang. J'avais beaucoup entendu parler de Babel au moment où Babel est sorti, sûrement suite à des challenges sur différents groupes de lecture. J'avais lu La guerre du pavot d'abord et j'avais adoré ma lecture, vraiment la première fois ça avait été une claque parce que je m'attendais à pas aimer, clairement déjà de la fantaisie très dark parce que c'est très 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 sombre. En plus médiéval, vraiment, je m'étais dit bon, je le tente mais je vais certainement l'abandonner. Et en fait, pas du tout. J'ai tellement aimé. Et là, cette relecture, elle a été tout aussi excellente. Vraiment, je me suis à nouveau laissée happer par l'histoire de Rin, par la complexité de ce personnage, par toutes les thématiques en fait que ce personnage va aborder au travers de son histoire. Et c'était génial, j'ai beaucoup aimé l'univers, voilà, qui est effectivement très très asiatique, qui est quand même assez complexe. Mais alors c'est marrant parce que du coup à ma relecture ça m'a paru plus fluide. J'avais pas tout bien saisi, je pense, à ma première lecture. Entre eux, en gros, il y a un grand conflit qui dure depuis des années entre l'Empire Nicara, qui est en gros l'Empire continental, et la Fédération, l'île de Mugen, qui est une petite île qui est coincée sur cette île et qui a besoin de plus d'espace, et qui donc s'est dit, bah tiens, et si on essayait d'envahir le Nicara. Et donc voilà, on a toute cette histoire est très très bien introduite dans le livre, mais voilà, ma première lecture, il y avait beaucoup d'informations et je me souviens que j'étais parfois un petit peu perdue. Là, j'ai pas du tout eu ce sentiment, alors c'était peut-être aussi simplement que j'étais un peu plus concentrée, ou est-ce que c'était dû à la relecture? Peut-être. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très très bien, hyper intéressant au niveau de l'univers, j'ai adoré les personnages. Les personnages sont tous très complexes, sont tous très nuancés. Il n'y en a pas un qui va être le grand méchant et un le grand gentil, non. Ils ont tous différentes facettes, une histoire très complexe, chacun d'entre eux avec voilà, des origines différentes, des origines sociales ou géographiques différentes. En gros, j'ai adoré ce livre, hein. C'est une relecture et c'est à nouveau un coup de cœur. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense que je vais attendre septembre pour lire la suite. Je pense que ça reste correct parce que comme ça, après, j'aurai plus qu'à attendre octobre-novembre. Voilà, ça étale un petit peu et je lirai le tome 3 à sa sortie, je pense, pour pas laisser traîner. Et je suis vraiment donc très contente d'avoir fait cette relecture. Je vous le conseille si vous aimez la fantasy, mais je vous le conseille aussi si vous n'aimez pas forcément la dark fantasy. Je sais pas, il y a un truc qui fait que déjà ce côté dark academia au début, ça permet de rentrer vraiment facilement dans l'histoire. Il y a un côté très sympa, voilà, avec ce côté, les cours, etc., tout ce qu'elle découvre. Ça, c'était vraiment très chouette pour entrer dans l'univers. Et après, en fait, une fois qu'on est dans cet univers-là, c'est très facile de passer à la suite. Alors, si on avait été directement dans la seconde partie, ça m'aurait peut-être moins plu. Mais là, vraiment, je pense que cette transition est très bien faite. Donc voilà, même si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à tenter, ça pourrait vous plaire. Au niveau du trouillomètre, j'ai mis quand même 2 sur 5, parce que ça fait pas peur en soi. Il n'y a rien qui m'a vraiment fait peur. Mais il y a quand même des scènes hyper violentes, hyper glauques, gore à certains moments. Alors c'est pas tout le livre, c'est certains passages qui sont hyper violents. Franchement, tout ça pour vous dire que vous attendez pas à quelque chose de léger ni de très fun parce que non, c'est une histoire vraiment sombre, douloureuse et pleine de violence. En fait. J'ai ensuite lu La vérité au bout des lèvres. Combattre les violences obstétricales et gynécologiques, écrit par Marine Gabriel. Ici, on a avec donc un essai qui tourne autour des violences obstétricales et gynécologiques. Ce livre fait 157 pages, il a été publié en 2020 et il contient quelques petites illustrations.
Je vais vous en montrer peut-être une. J'ai beaucoup aimé, c'est très joli. C'est très coloré. Très coloré. Il y a voilà, quelques petites illustrations, mais c'est pas un livre illustré en soi. Hein. Il y a quand même beaucoup de texte. Je vous montre de loin. Donc voilà, de temps en temps, on a des petites images comme ça qui illustrent les propos de l'autrice. Alors, dans ce livre, l'autrice va nous présenter ce que sont les violences obstétricales et gynécologiques, les VOG. Je les appellerai les VOG à partir de maintenant, parce que sinon c'est trop long à dire. Donc voilà, elle va définir ce que sont ces VOG, elle va nous présenter beaucoup de témoignages de femmes qui permettent de se rendre compte de la diversité des VOG, qu'elles soient voilà, du coup au niveau gynéco ou au niveau obstétrical, donc au niveau de la naissance, tout ce qui va tourner autour de la naissance, ou de la non-naissance d'ailleurs, hein, également autour de l'IVG, de l'IMG, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Oui, on a un côté très académique qui nous présente ce que sont les VOG, etc. Mais on a aussi beaucoup de témoignages de femmes qui viennent illustrer ça et concrètement mettre des mots sur ces côtés plus techniques. Mais on va pas s'arrêter là parce que l'autrice va aussi nous présenter des manières de se prémunir et de se défendre de ces VOG. Elle donne aussi la parole à des professionnels, donc notamment des sages-femmes et des gynécologues, sur ce sujet. Et ça, c'était très intéressant, je trouve, de ne pas être seulement du point de vue des patientes, mais aussi des professionnels de santé. Sachant que voilà, l'autrice, elle le précise elle-même dedans, elle n'est pas là pour accabler toute une discipline médicale. Elle est là aussi et avant tout pour parler des dérives autour de cette discipline médicale. Mais voilà, elle va pas dire que tous les gynécos sont comme ça, que toutes les sages-femmes sont comme ça. Non, c'est pas du tout son propos. Et ensuite, elle va aussi parler de sensibilisation, c'est-à-dire comment en tant qu'accompagnant, on peut aider une femme qui va par exemple, ou une fille qui va pour la première fois chez le gynéco, comment accompagner sa compagne durant la grossesse, etc., ou durant une IVG. Donc ça, c'était vraiment très bien. Et c'est d'ailleurs un livre, je pense, qui est à mettre entre toutes les mains. Que vous soyez une femme qui a déjà eu un enfant, une femme qui souhaite des enfants, une jeune fille qui est encore jamais allée chez le gynéco, ou un papa ou un mari, en fait, un homme en général, pour qu'il comprenne que ces violences existent et que lui aussi il peut être acteur en fait dans la lutte de ces violences, en étant un accompagnant bienveillant. Et elle parle aussi, ça c'était très intéressant en termes concrets, c'est qu'elle parle des recours juridiques possibles face à ces violences. C'est un petit livre que vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, déjà je suis une femme, j'ai moi-même déjà subi des violences gynécologiques pour le coup. Donc ça c'est le premier point, et en plus j'ai un projet de livre, de roman qui tournerait autour de ce sujet, enfin dont ça serait le sujet central, et donc je me renseigne beaucoup pour ça. Alors c'est un projet qui sera pas pour tout de suite parce que j'ai pour l'instant la suite des Grands-mères dans l'espace à écrire et que je ne veux pas faire attendre les fans trop longtemps. Mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est, je trouve, très peu abordé dans la littérature de fiction. Je sais pas encore sous quelle forme, j'avais imaginé un polar, mais j'ai un petit peu du mal à me figurer comment ça pourrait être quelque chose de pas trop glauque, et accessible à tous en fait, et à toutes. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça, mais comme je vous le disais, j'ai du temps devant moi. Là pour l'instant, je m'informe, et c'est donc très intéressant. C'est donc pour ça que j'ai lu ce livre. Et j'ai appris plein de choses, même si voilà, je m'étais déjà pas mal renseignée, il y a des choses que je savais déjà. Si c'est un sujet que vous connaissez pas forcément, qui vous intéresse, vraiment ce livre est très complet, très facile, très éducatif presque. Donc voilà, je vous le conseille. Attention par contre, alors bon, j'ai mis un trouillomètre par principe, mais bon, c'est un essai. J'ai mis 1 sur 5, même pas peur, mais attention. Ici, on a des témoignages qui sont parfois hyper violents. Alors, l'autrice met toujours un petit, comment on dit, petit spoiler, en gros, dire attention, ici on va parler d'un témoignage très violent, donc en gros vous pouvez le sauter si vraiment vous vous sentez pas de le lire, parce que oui, il y a des choses vraiment, des témoignages très violents de ce qu'ont vécu certaines femmes. Sachez-le, évidemment on parle pas d'un sujet très léger, donc forcément il y a des choses, il faut les dire à un moment donné, il faut les montrer pour que ça soit impactant et pour que ça ne soit plus banalisé. Je pense que c'est important, à la fois que moi je vous prévienne, mais c'est aussi important que ces témoignages soient là. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour ce petit livre que je vous conseille. J'ai ensuite lu un tome 2, le tome 2 de la série Le siècle de Ken Follett, qui s'intitule L'hiver du monde. Alors on est ici dans un roman historique que moi j'ai lu en audio, et il fait 1000 pages. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de livres audio ces derniers temps, dans les lectures que je vous ai présentées, parce que en fait j'étais sur celui-là et ça m'a pris un petit peu plus d'1 mois pour l'écouter. Le livre a été publié en VO et en VF en 2012. Dans L'hiver du monde, on est dans la suite directe du tome 1 qui s'appelait La chute des géants. Dans La chute des géants, on était
plutôt centré sur la Première Guerre mondiale. Là, on est centré plutôt sur la Seconde Guerre mondiale, puisque l'histoire se déroule entre 1933 et 1949. Dans ce tome 2, on est avec grosso modo les mêmes personnages que dans le tome 1, mais on est plutôt avec leurs enfants, en fait, parce que les années sont écoulées, donc nous on a vu un petit peu des naissances, etc. dans le tome 1, et là on va suivre du coup plutôt les enfants. Certains parents sont encore présents. Et donc c'est le même principe que dans le tome 2, on va suivre des personnages très variés qui viennent de groupes sociaux très différents, de pays différents. On va suivre des Russes, des Allemands, des Américains, des Anglais particulièrement, et on va les voir évoluer face à la montée du nazisme en Allemagne, face à l'imminence de la guerre, et ensuite durant la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, comme dans le tome 1, c'était hyper intéressant, hyper riche. J'avoue, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre dedans parce que au début, on était très centré sur un petit peu des intrigues amoureuses des enfants des uns et des autres. Et j'avoue, ça m'intéressait pas trop. Moi, j'avais hâte qu'on aille sur l'aspect politique et sur la mise en place progressive de cette Seconde Guerre mondiale. Et une fois qu'on a été là-dedans, ça a été tout de suite beaucoup mieux. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, on voit des choses que moi j'avais pas forcément connaissance sur cette Seconde Guerre mondiale, ou qui sont peut-être pas montrées habituellement quand on parle de cette Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est vraiment le fait d'être avec des personnages très différents et de pays, de cultures et de niveaux sociaux différents. C'est que finalement chacun vit la guerre d'une certaine manière. En plus d'être dans ces différents pays, Angleterre, Russie, Allemagne, USA, on est aussi un petit peu en France et un petit peu en Espagne sous le régime de Franco. Ça, j'ai bien aimé, j'aurais presque aimé qu'on y passe un petit peu plus de temps. Mais bon, c'est comme ça. Ça faisait déjà 1000 pages, c'était pas mal, on n'allait pas rajouter 500 pages de plus pour parler de ça. Et il y avait déjà tant de choses à dire sur toutes les autres thématiques. Alors pour le coup, moi, ce tome me faisait un peu peur parce que vraiment, la Seconde Guerre mondiale, ça me trigger. Moi, je pense que depuis que j'ai vu la liste de Chandler, j'y arrive plus à regarder ou à lire des livres sur ce sujet parce que c'est trop traumatique, je trouve, pour moi. Et donc ça me faisait un petit peu peur. Mais en fait, je trouve que l'auteur, pour le coup, il gère bien ce côté-là parce que déjà, on n'est pas dans les camps. Oui, on voit l'impact sur les juifs, sur certains types de populations. C'était plus centré sur d'autres types de populations, on va dire, que je connaissais moins. Donc c'était quand même, évidemment, pas fun du tout, clairement. On ne montrait pas des choses rigolotes. Parce que à cette époque-là, c'était quand même très dur. Ça m'a pas autant bouleversée que, je vous dis, la liste de Schindler. Je m'en remettrai jamais, je crois. Je crois. Je me souviens plus de l'histoire, mais je me souviens du trauma que ça m'avait créé. Parce que je l'ai vu il y a tellement longtemps, j'étais jeune. Bref, donc tout ça pour dire que c'est pas du tout tire-larme, ça leur montre certaines choses qui sont, oui, violentes, etc. Mais c'est pas autant traumatisant que certaines autres histoires dont j'ai pu avoir connaissance ou que j'ai pu lire ou voir. Et du coup, je me demande de quoi va parler le tome 3. Je me demande si ça va pas être du coup peut-être la guerre froide, quand on s'arrête en 49. Ça serait cohérent. Je suis pas allée voir, je me laisse la surprise. Mais bon, je pense que ça serait cohérent. Ça s'appelle le siècle, donc ça va forcément être ensuite, et bon, à part la guerre froide, et ensuite la chute du mur de Berlin, tout ça, je suppose que ça va parler de tout ça. En tout cas, je vous le conseille, si vous aimez un petit peu l'histoire, si vous aimez Ken Follett, je pense que vous serez pas déçus. Bon, moi, c'est les seuls livres que j'ai lus de lui pour l'instant. Je suis convaincue que je vais lire ses autres livres. Au moins Les Piliers de la Terre, que vous m'avez beaucoup conseillé. Je sais plus si je vous ai dit le troyomètre, c'est 1 sur 5, même pas peur, mais il y a des scènes difficiles, bien évidemment. On est quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le nazisme, c'est difficile de s'attendre à autre chose. Et ensuite, j'ai lu La terreur féministe d'Irénée. Ici, on est dans un essai féministe qui fait 105 pages, il est tout petit, tout court. Il a été publié pour la première fois en 2020 et l'édition que j'ai là, des éditions Point, c'est 2022. Le sous-titre, c'est Petit éloge du féminisme extrémiste. On va parler de pourquoi le féminisme ne devrait-il pas être un mouvement violent? Si je peux tourner ça comme ça. Parce qu'en fait, souvent quand on parle des féministes, on s'attend à ce que ça soit pas très violent, etc. Et là, l'autrice, elle va nous montrer que parfois,
quand on est une femme, on n'a pas d'autre choix que d'être violente si on veut survivre. Elle va nous montrer aussi que c'est très rare de voir de la violence faite par des femmes dans les fictions. Pour ça, elle va nous montrer quelques contre-exemples, bien évidemment, contre-exemples. L'autrice va aussi nous parler de mouvements féministes violents. Ce que j'ai beaucoup aimé dans sa manière de faire, c'est que déjà, c'est un essai très abordable. Même si vous ne connaissez pas beaucoup le féminisme, c'est un très bon essai. Parce qu'il est court et il est vraiment très bien fait, notamment parce qu'il est fait sous forme de portrait. L'autrice, elle commence par nous présenter la violence dans les fictions, avec la première partie qui s'appelle « Dessine-moi une femme violente ». Et pour ça, elle va notamment parler, ici on est sur une chaîne littéraire, donc je vais vous parler que de cet exemple-là, elle va nous parler de Lisbeth Salander, l'héroïne de Millennium, écrit par... J'ai un trou de mémoire. Quand je vais le voir, je vais me dire, mais c'est bien sûr. Écrit par Stieg Larsson, bien évidemment. Et donc, elle va parler de ce personnage, Lisbeth Salander, qui est un personnage qui n'est pas habituel quand on est... Enfin, qui n'est pas un personnage féminin classique, on va dire, et qui utilise la violence dans les différents tomes de Millennium pour lutter contre les hommes et se venger des hommes. Attention d'ailleurs, l'autrice Irénée spoil Millennium. Si vous n'avez pas encore lu Millennium, faites attention parce qu'elle spoil quelques éléments assez centraux de la trilogie de Stieg Larsson. C'est un peu dommage, mais bon, moi ça va, j'ai déjà lu les Millennium. Bref. Donc voilà, ça c'est vraiment son premier axe, c'est de dire déjà comment la violence féminine est transmise dans les fictions. Donc là, il y a un livre, mais elle parle aussi d'une peintresse il y a très très longtemps. Voilà, il y a d'autres portraits de femmes comme ça. Dans une deuxième partie qui s'intitule « La violence pour la survie », elle va nous faire des portraits de femmes qui ont été amenées à tuer leur mari, leur conjoint, leur ex-conjoint, pour survivre elles-mêmes en fait, parce que c'était des conjoints violents, et comment en fait, face à l'inaction des forces de sécurité, de la police ou de l'État, elles n'ont pas eu d'autre choix que en fait, de tuer leur conjoint, leur ex-conjoint, pour elles-mêmes survivre. Donc ça c'était très intéressant, voilà, de voir ces différents portraits de femmes. Elle fait notamment le portrait de sa grand-mère dedans. J'ai trouvé ça très sympa, parce que oui, on voit des femmes qui ont tué leur conjoint, mais c'est aussi parfois comment certaines femmes doivent appliquer elles-mêmes la violence pour que leur violence, leur propre violence contre elles s'arrête. Et c'était le cas dans le cas de sa grand-mère. Et ensuite, la troisième partie, c'est la violence comme stratégie politique féministe. Et là, on est plus dans des mouvements comme les suffragettes qui ont dû, à un moment donné, utiliser la violence pour faire bouger les lignes, pour faire évoluer la politique. Donc là, dans ce cas-là, les cas des suffragettes, obtenir le droit de vote des femmes en Angleterre. Et comment, en fait... face à un État oppresseur, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la violence pour que ça change, tout simplement. Et donc voilà, elle prend plusieurs exemples de mouvements comme ça, également en Allemagne ou au Mexique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que à la fois on a ces portraits de femmes ou de mouvements féministes, et elle explique bien en fait, Irénée, comment ces femmes doivent pas être des exemples, mais comment elles avaient pas d'autre choix en fait que d'utiliser cette violence pour obtenir des droits, pour survivre. Et voilà, c'est vraiment un essai qui est hyper intéressant. Si vous êtes un homme ou une femme qui n'aimait pas trop les féministes, ça peut arriver. si vous êtes dubitatif quant au mouvement féministe et au mouvement féministe qui est parfois qualifié de violent, vraiment, je vous conseille cet essai parce qu'il va vous faire juste mettre en perspective ce point de vue. Il vous fera peut-être pas changer d'avis. Bon, moi, j'avais pas vraiment d'avis sur la question. De manière globale, je suis plutôt contre la violence. Ce livre m'a fait remettre certaines choses en perspective et j'ai compris des choses. J'ai compris comment parfois la violence, on n'a tout simplement pas le choix. Ça ne la justifie pas. Pour autant, parfois, voilà, ça reste illégal, mais je trouve qu'Irénée fait bien remettre certaines choses en perspective avec ce petit livre. Vous voyez, j'ai mis énormément de post-it. J'ai certains post-it, vous verrez pas les couleurs, mais les post-it verts, c'est en fait j'ai mis à chaque fois qu'elle mentionnait une femme, je me suis mis un petit post-it pour me dire bah tiens là ça serait intéressant, pourquoi pas d'en apprendre plus. Et ensuite j'ai mis des petits post-it violets, la même couleur que le livre et qui est associé au mouvement féministe. C'est toutes les phrases que j'ai trouvées intéressantes et clairement il est tellement court, je pense que je le relirai parce que c'était trop bien en fait. C'était vraiment un livre excellent que je vous conseille vraiment. Voilà, même en tant que si vous êtes féministe ou comment on dit, un homme sympathisant, un allié.
lisez ce livre parce que voilà, il permet d'apporter un regard différent sur le féminisme et sur du coup la terreur féministe. Il est très abordable et il était trop bien, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Bon, là aussi j'ai mis un trouillomètre par principe, j'ai mis 1 sur 5, mais là aussi attention, on est dans des sujets qui sont parfois difficiles et donc il y a des scènes difficiles à lire, soyez prévenus. C'est trop marrant parce que avant de clôturer, je suis en train de lire, donc j'ai terminé La Terreur féministe et il se trouve que je suis en train de lire Rose Madder de Stephen King. Et il y a un moment donné un personnage qui fait une citation et je me suis dit c'est dingue, on dirait une citation de La Terreur féministe. J'ai mis un petit post-it, j'essaierai de penser à vous le lire quand je vous chroniquerai Rose Madder, mais on est clairement, ces deux livres, La Terreur féministe et Rose Madder, sont très liés. Voilà, vous verrez pourquoi quand je vous présenterai Rose Madder, mais j'adore quand j'ai des ponts comme ça qui se créent entre mes lectures. Je trouve ça trop bien, c'est trop cool, j'adore quand j'ai des petits clins d'œil comme ça d'une lecture à l'autre. C'est trop bien. Et ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Dites-moi tout ça en commentaire. Avant de partir, je voulais aussi vous faire un petit point sur un truc, c'est que là, depuis que je suis en pseudo-vacances pendant le Tour de France homme et pendant le Tour de France femme qui commence samedi, je vous ai fait des vidéos tous les 4 livres, ce qui a donné un rythme plus ou moins décousu. Mais je trouvais que c'était pas mal. 4 livres, ça dure entre 30 et 45 minutes en fonction de tout ce que j'ai à vous dire ou pas. Là, je vais devoir commencer l'écriture des Grand-mères dans l'espace et donc les vidéos YouTube vont être un petit peu moins prioritaires. Et donc je pourrais probablement pas vous en faire une par semaine comme j'avais pris l'habitude de vous faire depuis quelques mois. Et donc je me suis dit, et si je vous faisais tout simplement une vidéo tous les 4 livres. Voilà, du coup ça fera qu'il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos annexes du genre des tags ou des piles à lire ou ça n'empêche pas que j'en ferai à l'occasion, mais ça viendra moins s'intégrer, on va dire, dans la routine. Mais je tiens à continuer quand même à vous présenter toutes mes lectures parce que je trouve ça très cool. Et donc je me dis que 4 livres par vidéo, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas trop long à préparer. Pour vous, c'est pas trop long à visionner, mais vous avez quand même 4 livres de contenu. Je trouve ça cool. Et donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus à partir de maintenant. On va faire un test et puis écoutez, on verra. On verra si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Voilà, on va dire que nouvelle année scolaire commence, alors on peut se permettre de faire quelques petits changements sur la chaîne. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, une très belle semaine. Si vous êtes des Haussiens ou des Haussiennes, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!